Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors ce soir, je suis ravie d'accueillir pour cette conférence Christine Leteux, que je remercie infiniment vraiment d'avoir accepté notre invitation à proposer cette conférence dans le cadre de notre université populaire. Christine Leteux est docteure en sciences. Elle a travaillé d'abord comme chercheuse à Londres avant de se tourner vers le cinéma comme domaine de recherche. On lui doit notamment la traduction d'un ouvrage incontournable, vraiment phare, un témoignage précieux et définitif de toute l'histoire du cinéma muet. C'est La Parade est passée de Kevin Brownlow, et c'est un ouvrage qui était resté inédit en français, qui date de la fin des années 60, et voilà, jusqu'à cette traduction de Christine Leteux, parue chez Actes Sud en 2011. Voilà. Elle a publié aussi plusieurs ouvrages, dont notamment des biographies de cinéastes oubliés, en tout cas méconnus, comme Albert Capellani et Maurice Tourneur. Et puis, elle a signé en 2017 ce livre, Continental Film, cinéma français sous contrôle allemand, qui est paru comme ses précédents livres aux éditions La Tour Verte. Et celui-ci est préfacé par Bertrand Tavernier et a reçu le prix du meilleur livre de cinéma décerné par le syndicat français de la critique de cinéma. Voilà, c'est un livre extrêmement riche, extrêmement bien documenté, plein de détails, de nuances aussi, qui déconstruit beaucoup d'idées reçues sur cette période de l'occupation, les films qui ont été réalisés, les cinéastes qui ont travaillé à la Continentale. Et je vais la laisser nous présenter son travail et les histoires derrière ces films, dont certains sont de grands films et dont on va voir ce soir beaucoup d'extraits. Donc je la remercie d'avoir préparé tous ces extraits et aussi les archives que vous allez voir, puisqu'elle va vous montrer beaucoup de documents formidables. Merci beaucoup Christine, merci à tous, belle soirée. Alors bonsoir à tous, je suis vraiment très contente de venir vous parler donc, de la Continental Film, qui a été donc une société de production allemande durant la période de l'occupation, qui a produit 30 longs métrages de fiction. Et parmi ces 30 longs métrages, il y a beaucoup de très grands films de l'histoire du cinéma. Et donc ce dont je vais vous parler, c'est donc l'envers du décor, comment cette société fonctionnait. Alors première chose, c'est une société donc qui suit les lois françaises. Donc elle a été enregistrée. Donc vous voyez là le premier papier en tête qui a été réalisé pour la société. Il y a le registre de commerce de la Seine avec un numéro d'enregistrement, là 282 739. À part qu'en fait sur ce papier en tête, je me suis rendu compte qu'il y a une erreur. En fait, le numéro est faux, c'est 789. Alors, comment ont-ils pu faire une telle erreur? Je n'en sais rien. C'était pour dissimuler, pour que les gens ne viennent pas regarder le registre du commerce. Enfin, je n'en sais rien. Et donc, vous voyez donc les différents gérants qui apparaissent aussi sur ce papier en tête. Donc, il y a d'abord Alfred Greven, donc, qui est le patron de la société. C'est un ancien producteur de la UFA, donc, qui est une très grosse société de production allemande. Et pourquoi il a été choisi donc, pour créer cette société à Paris? C'est essentiellement parce qu'il est francophone et qu'il a déjà travaillé avec beaucoup de réalisateurs français qui allaient faire des films dans les studios de Babelsberg à Berlin. Des metteurs en scène comme par exemple Henri Decoing. Alors vous voyez là le nom des fondés de pouvoir, donc il y a des Allemands, Rudolf Hans Bauermeister. En fait lui, c'est pas vraiment un fondé de pouvoir, lui c'est le directeur de la production. C'est l'éminence grise de Greven, c'est lui qui va sur les plateaux pour surveiller les tournages. Et tout à la fin, là vous voyez un nom, là Henri Contour. Alors lui c'est un Français, c'est le seul Français qui est mentionné. En fait il était comptable. On peut penser que pour la comptabilité, ils ont préféré prendre un Français. Alors en fait, la Continental est beaucoup plus que simplement une société de production de films. Greven a vraiment un appétit important. Lui, il veut créer une société intégrée verticalement, c'est-à-dire une société qui va pouvoir faire les tirages et les copies de ses films, tout en ayant aussi des studios. C'est mieux là? Oui. Oui. Donc, il va mettre la main aussi sur des studios de tournage. Alors, d'abord, les studios de Billancourt, qui à l'époque s'appellent les studios Paris Studios Cinéma, qui sont parmi les plus gros, et les studios de Neuilly. Et ça, bon, il fait peur aux propriétaires en leur disant que les studios vont être réquisitionnés s'il ne leur permet pas de les louer, quoi. C'est tout simple. Et la société de tirage que vous voyez donc dans le haut, la société de tirage L. Maurice, là, qui se trouve à Gennevilliers, là, c'est pareil, il va aussi mettre de la pression sur les studios pour qu'ils puissent
récupérer des actions de la société. Et pire encore, donc, c'est cette société de gestion et d'exploitation de cinéma que vous voyez dans le bas, là, la Sogec. Ça, c'est créé de toutes pièces avec un homme de paille. Et c'est le rachat, en fait, de circuits de salles de cinéma qui ont été mises en vente suite à l'arianisation des biens. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, l'arianisation des biens, c'est simplement que les propriétaires juifs, à l'époque, ont été obligés de vendre leur société. Donc, Greven en profite et récupère donc un très grand nombre de salles de cinéma à travers la France. Alors, il y a un aspect quand même très amusant, c'est que donc, les studios dont je viens de vous parler, les studios de Billancourt, étaient équipés avec un matériel sonore américain, le matériel Western Electric. Donc, on pourrait penser que les Américains sont quand même un peu embêtés de voir que les Allemands vont utiliser leur matériel. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que là, vous voyez une lettre, ils ont délégué un de leurs employés pour s'occuper du matériel pendant la guerre. Et donc, pendant toute la guerre, ils ont utilisé le matériel américain. Si vous regardez bien les génériques des films, vous verrez Western Electric pour tous les films qui ont été tournés à Billancourt. Alors, pour le recrutement des metteurs en scène, Greven est obligé quand même de trouver un moyen, enfin, de trouver, quelqu'un qui va lui servir d'intermédiaire. Parce qu'évidemment, pas énormément de metteurs en scène français ont envie de se précipiter dans le bras des Allemands au début de l'occupation. Donc il embauche Aimé Chemel, qui est un directeur de production chevronné, qui va contacter donc déjà 5 metteurs en scène. Alors ces 5 metteurs en scène, vous les voyez là, il y a Marcel Carné, Christian Jacques, Maurice Tourneur, Georges Lacombe, Léo Johannon. Pourquoi il a choisi ces 5-là? Essentiellement, c'est des gens qui ont fait des productions qui ont très bien marché avant-guerre, hein. Donc, ils cherchent essentiellement à faire des succès commerciaux. Alors, ces metteurs en scène, on leur fait comprendre qu'ils ont intérêt à signer un contrat avec la Continentale, parce que sinon, le cinéma français ne repartira pas. Parce qu'il faut réaliser que le cinéma français est à l'arrêt depuis mai 1940. Plus aucun film n'a été tourné. Donc là, on est à l'automne 1940 et on leur fait comprendre qu'il faut qu'ils signent, sinon les Allemands ne donneront pas l'autorisation de reprise de la production de films. Alors ils acceptent de signer parce qu'on leur dit qu'ils ne feront pas de films de propagande et qu'ils n'utiliseront pas de personnel allemand. Ça sera fait dans des studios français. Alors, parallèlement à toutes ces manœuvres, il y a aussi Vichy qui se met en branle et qui décide de créer un comité d'organisation de l'industrie cinématographique. Alors, ce que vous voyez là, c'est le formulaire que devaient remplir donc tous les metteurs en scène, techniciens de cinéma, pour pouvoir avoir le droit de travailler pour obtenir une carte professionnelle. Alors, si vous regardez bien, il y a des questions quand même très intrusives, puisqu'on vous demande le nom de votre conjoint, de votre père, de votre mère, mais également de vos 4 grands-parents, avec une petite colonne là sur le côté qui précise si vous êtes juif ou pas. Et en fonction de ça, ils vont décider si vous pouvez travailler ou pas. Alors, comment est-on juif? Alors, on est juif si on a au moins 3 grands-parents juifs. Si vous n'en avez que 2, à ce moment-là, ils vont décider de votre judéité en fonction de la religion de votre conjoint. Si votre conjoint est juif, donc vous êtes considéré juif. Si votre conjoint est arien, alors là, ça va, c'est bon, vous pouvez travailler. Pour vous dire la stupidité des lois de l'époque. Alors non seulement il vous faut donc cette carte professionnelle, mais il vous faut également une autorisation de travail. Ça, c'est délivré par les Allemands. Alors celui qui délivre ça, c'est le monsieur que vous voyez là, le docteur Dietrich, qui était quelqu'un de pas très sympathique, et qui s'occupait également de la censure du cinéma. Donc il s'occupe essentiellement de toute la branche cinéma au sein de la Propaganda-Staffel. Et là, ce que vous voyez, donc, c'est un document d'époque. Là, c'est un maquilleur, là, Archon Chakatouni, là, qui demande donc son autorisation de travail. Alors, une fois que les premiers recrutements ont été effectués, ils lancent les productions des premiers films. Alors, les 2 premiers films produits par la Continentale, c'est en février 1941 qu'ils ont été lancés. C'est L'assassinat du Père Noël de Christian Jacques et Le dernier des 6 de Georges Lacombe. Alors, l'assassinat du Père Noël, c'est un projet que Christian Jacques avait déjà
prévu de tourner avant-guerre. Et donc, c'est un projet qu'il apporte à la société. Ce n'est pas du tout la société qui lui a proposé. C'est une adaptation d'un roman de Pierre Véry. Il a déjà travaillé avec Pierre Véry plusieurs fois. Et dans ce film, il va essayer quand même de mettre, comment dire, une sorte de message un peu caché sur la France, qui est une sorte de belle princesse endormie, qui attend d'être réveillée par un sauveur quelconque. Alors donc, nous allons regarder un petit extrait de ce film. C'est en fait la scène finale où le père Cornus, dont c'est un vieux monsieur qui fait des maps-mondes et qui se déguise en Père Noël le soir de Noël, qui vient visiter un petit garçon malade. Voilà, pour ce film, Christian Jacques a embauché Robert Le Vigan pour jouer un petit rôle. Il joue le rôle de l'instituteur dans le film. Et il est le seul acteur qui ait envoyé une lettre à Greven. Vous en voyez ici une photo, où il se félicite d'être un facteur participant au nouvel ordre des choses entre hommes de race blanche que nous sommes et de la collaboration, etc. Enfin bon, voilà. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'en fait, il n'a fait que ce petit rôle pour la Continentale. Il a essayé de se faire embaucher pour d'autres films, mais ça n'a jamais marché. Donc en fait, la flagornerie ne marchait pas tellement bien dans cette société. Alors, il y a un autre acteur comique extrêmement célèbre qui a travaillé à la Continentale, où il a fait 3 films, c'est Fernandel. Et Simplet, l'histoire de Simplet, c'est quand même un peu triste, quoi. Il a vraiment voulu travailler pour la Continentale parce qu'en fait, il le payait mieux qu'une société française. Et puis surtout, il a pu être metteur en scène. Alors, vous voyez là une lettre de remerciement qu'il envoie à Alfred Greven. Il le remercie pour son cadeau vraiment royal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau royal? Alors, j'ai une petite idée. Après avoir consulté pas mal d'archives, c'est qu'en fait, Greven offrait des porte-cigarettes en or à ses collaborateurs favoris. Voilà. Alors, il y a un autre auteur qui a été contacté par la Continentale qui voulait acheter donc les droits d'adaptation de ses œuvres. Et cet auteur, c'est Georges Simenon. Alors Simenon, lui, il est absolument ravi de vendre les droits à la Continentale. D'ailleurs, vous voyez bien, là, il l'écrit. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous voyez, il écrit à un certain Pierre Léaud. Alors, vous ne vous trompez pas, c'est le père de Jean-Pierre Léaud, qui était assistant metteur en scène et qui travaillait, qui avait un petit boulot à la Continentale pendant quelques mois de relecture de scénarios. Et donc, il vend donc les droits, et en particulier les droits donc, de 3 romans avec le commissaire Maigret, alors qu'en fait, il a vendu ces mêmes droits juste avant-guerre à une société américaine. Mais bon, c'est pas bien grave, parce que de toute façon, l'Amérique est loin, et puis bon, la France est occupée, et puis bon, il est payé, alors c'est formidable. Alors, le film le plus important parmi les romans de Simenon qui ont été adaptés, c'est sans aucun doute, évidemment, les Inconnus dans la maison. Alors, le scénario a été écrit par Henri-Georges Clouzot, et le film a été mis en scène par Henri Decoing. Et vous voyez là, avec Marcel Mouloudji, qui joue donc le rôle de l'assassin dans le film. Et c'est ça qui d'ailleurs fait tiquer Decoing dès le début, c'est que dans le roman de Simenon, l'assassin est juif. Alors, pour lui, il n'est pas question que l'assassin soit nommément juif dans la version du film, donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour atténuer ça. Et peut-être qu'ils n'y sont pas arrivés totalement, puisque bon, ils ont embauché Marcel Mouloudji, bon, qui est évidemment typé à l'époque, ce qu'on appellerait un métèque, entre guillemets. Mais en tout cas, quand le film est sorti, en fait, personne n'a fait mention en fait, de la race ou de la religion de Mouloudji, absolument pas. Mais par contre, ils ont tous parlé de l'aspect politique du film, en particulier de la grande plaidoirie de Rému, qui s'attaque à la bonne société, qui a poussé des jeunes à devenir des voyous. Donc nous allons regarder un extrait de cette plaidoirie. Est-ce que vous voulez bien envoyer l'extrait numéro 2, s'il vous plaît ? Alors, ce que vous voyez là, c'est une lettre de Georges Simenon à Alfred Greven.
Il le remercie avec effusion de lui avoir envoyé une copie 35 mm des Inconnus dans la maison pour qu'il puisse la voir. Parce qu'en fait, il faut voir que Simenon, pendant une bonne partie de la guerre, était assigné à résidence à Fontenay-le-Comte, en Vendée. Il ne pouvait pas venir à Paris comme il voulait. Donc Greven a fait cet effort de lui envoyer une copie pour qu'il puisse visionner le film. Et là, comme vous voyez, il est absolument ravi. Voilà. À côté de l'admirable Rénu, le choix judicieux du moindre acteur, la troupe des jeunes, entre autres, et des plus remarquables. Je ne manquerai pas, dès que je passerai à Paris, de me rendre à votre invitation pour vous serrer la main. Ah. Alors ça, je voudrais vous parler donc d'un épisode qui est très connu, on peut dire, mais malheureusement superficiellement, qui est le fameux voyage à Berlin qui a eu lieu en mars 1942, où un certain nombre d'acteurs ont fait un voyage jusqu'à Berlin. Et en fait, ce voyage a été organisé pour présenter Premier Rendez-vous, qui a été la première production continentale qui est sortie sur les écrans à Paris, mais qui a également donc été présenté à Berlin, qui était le premier film français présenté à Berlin depuis la guerre. Et donc, Greven a organisé ça avec la Propaganda-Abteilung, et c'est pour cela que donc il y avait Danielle Darieux, puisqu'elle était l'actrice principale du film. En fait, oui, c'est ça, on va regarder d'abord, si vous le voulez bien, passez-moi l'extrait de Premier Rendez-vous, s'il vous plaît, là, l'extrait numéro 3. Oui, c'est juste un petit extrait où vous voyez Danielle Darieux qui chante dans le film, parce qu'elle était également une chanteuse de grand talent. Alors donc ça, c'est la photo qui a été prise par la presse à l'arrivée à Berlin. Parce qu'en fait, quand on regarde les archives filmées de l'époque, on parle que de certaines personnes, alors qu'en fait, ils étaient 8 à partir à Berlin. Et là, vous les voyez tous, y compris Suzy Delair que j'ai rajouté un peu sur le côté. Alors donc, en fait, il y a plusieurs actrices, donc Danielle Darieux, qui a été obligée d'aller là-bas parce qu'on présente son film à Berlin. Et elle a décidé d'accepter parce qu'en fait, à l'époque, son fiancé est prisonnier en Allemagne. Donc, elle a fait un deal. Elle a dit « Ok, je vais jusqu'à Berlin pour pouvoir visiter mon fiancé qui est en prison. » Et tous les autres ont reçu plus ou moins des menaces. Viviane Romance, par exemple, on l'a fait venir et puis on lui dit « Vous savez, on ne sait pas trop si vous êtes juive ou pas. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à avoir votre permis de travail ?» Junie Astor, on lui dit « Ah, vous avez des salles de cinéma à Paris, on pourrait peut-être les fermer si vous ne faites pas le voyage. » Albert Préjean, lui, il a un contrat continental exclusif. Il se sent obligé d'y aller. Enfin, bon. René Dary, là, qui est aussi un jeune acteur de l'époque, c'est pareil, il lui dit « J'ai un film à tourner ». On lui dit « Ah non, on va vous libérer, il faut que vous y alliez. » Et le cas le plus intéressant, c'est le monsieur un peu chauve, là vous voyez sur le côté, là, André Legrand. Lui, c'est un scénariste. Alors, André Legrand, et en fait, son vrai nom, c'est Henri Steigelmann. Il était en fait d'origine alsacienne. Il est né à Paris, d'une famille donc, qui avait quitté l'Alsace suite à l'annexion de 1871. Donc, il a été élevé, disons, dans une certaine haine de l'Allemagne, on pourrait dire. Et il se trouve qu'au printemps 1940, il a publié cet ouvrage dont vous voyez la couverture, là, qui s'appelle « Prison nazie ». Donc vous pouvez imaginer que ce n'est pas un livre qui va beaucoup plaire à l'occupant. Et effectivement, l'ouvrage est mis sur cette liste que vous voyez au milieu, là, la liste Otto, qui vient du nom de Otto Abetz, qui était l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Allemagne en France, et ça recense tous les ouvrages donc, qui ont été retirés des librairies, qui ont été interdits. Et son livre, bien sûr, fait partie des ouvrages interdits. Et ça veut dire que quand il se retrouve à Paris, il a beaucoup de mal à trouver du travail, puisqu'il est un auteur interdit. Mais il a de la chance, puisque Christian Jacques propose un scénario qu'il a écrit, qui est une biographie de Berlioz, la symphonie fantastique, il le propose à Greven. Et Greven lui dit « je vais le prendre », mais il le prend évidemment à vil prix, quoi. Il lui propose à peu près le tiers du salaire qu'il recevait avant. Mais il lui fait comprendre que de toute façon, il ne pourra pas travailler ailleurs, donc il a intérêt à accepter.
Alors, ce qui est intéressant sur André Legrand, c'est que, en fait, il fait un récit complet de ce voyage à Berlin de l'intérieur et qui jette un jour complètement différent sur ce qu'on avait pu raconter jusqu'à présent, où généralement on voit juste les images des actualités d'époque. Voilà. Donc, en fait, bon, on les présente comme étant ravis d'aller visiter leurs compatriotes, leurs collègues cinéastes en Allemagne, alors qu'en fait, bon, ils ont tous été forcés à le faire, quoi. On leur a dit que s'ils n'y allaient pas, c'était simple, on leur supprimait leur permis de travail. Alors c'est évidemment assez différent des voyages précédents qui avaient été organisés, par exemple, pour des artistes comme Vlaminck, etc., qui, eux, étaient allés souvent beaucoup plus... enfin, assez ravis d'y aller, finalement, pour retrouver Arno Breker, le sculpteur préféré du Führer, ou alors les voyages qui avaient été organisés pour les écrivains. Alors là, bon, évidemment, c'était tous des écrivains collaborationnistes, alors évidemment, ils étaient ravis d'aller à Weimar. Mais malheureusement, c'est souvent cette archive essentiellement sur les acteurs qui est présentée. Alors sur cette photo-là, que je vous montre, que j'ai trouvée dans une revue d'époque, j'ai réussi à identifier le docteur Dietrich, que vous voyez là, est au milieu. Il n'a pas son uniforme. Ça, je crois que c'est fait exprès. Parce que sur toutes les photos qui ont été publiées dans la presse, on ne voit jamais un seul dignitaire nazi, alors qu'en fait, ils ont rencontré quand même Goebbels et tout un tas d'autres gens. Donc là, il a retiré son uniforme, mais bon, il a suivi le groupe pendant tout le voyage pour les surveiller. Et là, donc, ils sont à Vienne. Ils viennent d'assister à une représentation de Salomé, qui a été dirigée donc par Richard Strauss. C'est pour ça que vous le voyez là. Et ce que raconte Legrand, qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, la femme de Richard Strauss, pendant le dîner, tient des propos nettement anti-nazis, qui d'ailleurs dérange pas mal le docteur Dietrich, et bon, il décide quand même que le voyage, il va peut-être pas durer jusqu'au bout. Hein. Finalement, ça marche pas si bien, ça, alors bon. Il devait y avoir d'autres voyages. Hein. Ça, normalement, c'était le voyage numéro 1, et il devait présenter aussi la symphonie fantastique lors d'un voyage qui devait être organisé par la suite, qui n'a jamais eu lieu, en fait. Et il y a probablement une des raisons, c'est dans le journal de Goebbels que j'ai trouvé ça. Quand il a visionné le film, il était furieux parce qu'il trouve le film nationaliste. Il se dit, mais c'est pas le boulot de l'Allemagne d'apprendre aux Français à être nationalistes. Alors il fait interdire le film, et puis en fait, le film n'est jamais sorti en Allemagne. Alors donc justement, nous allons regarder un petit extrait de la symphonie fantastique, où vous allez voir là, ce qu'on appelle, disons, la jeune France, quoi, tous les jeunes artistes romantiques là, qui s'attaquent à un chef d'orchestre qui, lui, est vraiment la vieille France, qui est Jean-François Abnegg. Est-ce que vous pouvez lancer l'extrait numéro 5 de la symphonie fantastique ? Voilà, Goebbels, en fait, est quand même intéressé par le cinéma français, parce que ce qu'il voudrait, c'est faire venir en Allemagne les talents français. Alors, il a jeté son dévolu sur un acteur en particulier, qui est Harry Bohr. Alors, pourquoi Harry Bohr ? Essentiellement parce qu'il est d'ascendance alsacienne. Et dans la tête de Goebbels, quelqu'un qui est alsacien fait partie de la Grande Allemagne. Or, Harry Bohr a des ennuis dès le début de l'occupation pour prouver qu'il est bien non juif, qu'il est bien arien. Alors là, vous voyez un document là, qui a été envoyé aux Allemands pour essayer de prouver qu'il n'est pas juif. Bon, il va quand même faire 2 films à la Continentale, et ensuite il va être contacté par la Tobis, qui va lui proposer d'aller faire un film en Allemagne. Et voilà, en août 1941, il y a un petit article qui est publié donc, dans le journal Comédia. Et qu'est-ce que vous lisez ? Que Harry Bohr va aller tourner en Allemagne et qu'il a signé un contrat de 6 millions. Donc vous imaginez la réaction en France, on s'imagine, mais vraiment, l'appât du gain n'a pas de limite, quoi. Effectivement, il va en Allemagne et à la fin de l'année 42, il tourne donc Symphonie eines Lebens, la symphonie d'une vie, qui est un film musical où il joue un compositeur, où il a d'ailleurs très peu de dialogue, parce qu'en fait, il ne connaissait pas l'allemand, quoi. On a été obligé de lui apprendre un peu l'allemand. Et le film donc, est visionné par Goebbels. Là, vous voyez sa réaction là, dans son journal en septembre 1942, et il est très content. Il trouve que c'est très très bien.
Mais il est toujours embêté parce qu'il y a ces accusations de judéité. Et là, je dois avouer qu'il y a vraiment une expression qui m'a fait hurler de rire. Je n'y crois pas non plus. Nos services parisiens semblent être plus papistes que le pape. Oui, parce que dès qu'il rentre à Paris, le pauvre Haribor est arrêté. Il est envoyé dans une prison militaire allemande où il est torturé, battu. Et finalement, il le laisse rentrer chez lui en avril 1943, où il va mourir dans d'atroces souffrances. Et voyez là donc le faire-part lors de son décès. Et on a dit à la femme d'Haribor, surtout, il ne s'est rien passé, ne dites rien. Alors, que s'est-il passé? En fait, il faut revenir un peu en arrière. Quand il est parti en Allemagne, il a été photographié alors qu'il assistait à un meeting qui était organisé par Hitler. Il y était allé essentiellement par curiosité. Et cette photo a été vue par un de ses anciens amis, un certain Édouard Bouchez. Et là, vous voyez donc la dénonciation qu'il fait à l'Institut d'études des questions juives. Il trouve ça abominable que Haribor, dont la photo donc est parue dans le journal Aujourd'hui, il y a 2 mois, c'est une honte de la part d'un journal d'avoir pu reproduire un homme si sale, si taré, lâche à tout point de vue, honni de tous ses confrères à côté d'un être aussi beau et aussi moral que le Führer. Bon, c'est épouvantable, mais cet homme, donc, le voici, Édouard Bouchez, donc, qui est effectivement un ami, un ancien ami, on peut dire, oui, de Haribor. Il a même été le parrain de sa fille, et Bor a été le parrain de ses enfants. Donc ils étaient vraiment des amis très proches avant qu'il devienne un antisémite fou furieux qui en plus faisait des trafics pendant la guerre. Et le pire, c'est que ce monsieur donc, devait passer quand même devant une juridiction, devant la Cour de justice de la Seine, qui jugeait les collaborateurs pour indignité nationale. Mais il n'a jamais comparu, parce qu'en fait, il a toujours été malade, il s'est fait porter pâle. Finalement, son dossier a été transmis à la justice militaire quand la Cour de justice a disparu, et il a été acquitté. Alors, je voudrais vous parler aussi quand même un peu des techniciens qui travaillaient à la Continentale, parce que ce qui fait la qualité des films Continental, ce n'est pas seulement les metteurs en scène et les grands acteurs, c'est aussi les techniciens. Alors, celui-là, c'est Armand Tirard, un très grand chef opérateur. Et si Greven l'a embauché dès le début, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il savait très bien que c'était quelqu'un qui pouvait éclairer une scène très rapidement et travailler très vite, très efficacement, tout en étant un très grand technicien. D'ailleurs, je vous ai mis une petite photo, donc c'était effectivement la symphonie fantastique. Et pourtant, le malheureux Tirard, il passe quand même de mauvais moments. Là, vous avez une lettre de Greven, une lettre très comminatoire, justement pour le tournage d'une scène de la symphonie fantastique qui a été tournée au Cirque d'hiver de Paris. Vous voyez, il lui dit, vous avez seulement 4 projecteurs Moll Richardson à 120 ampères, et au cas où vous me déclarez que ça ne vous est pas possible, je me verrai dans l'obligation de confier cette tâche à un autre opérateur. Très sympathique. Alors, un autre technicien extrêmement important, celui-là, c'est un chef décorateur. Il s'appelle André Andreev. Il est russe. Et d'ailleurs, la translittération de son nom, là, qui vous paraît probablement bizarre, est simplement parce que c'est une translittération allemande. Si on l'écrivait en français, ça serait I-E-2-F à la fin. Parce qu'il a travaillé en Allemagne dans les années 20. Il a été un des grands décorateurs de la période expressionniste. C'est lui, par exemple, qui a fait les décors dans Loulou de Pabst. C'est vraiment un très grand décorateur. Et il est arrivé en France au début des années 30. Et pareil, Greven l'a embauché dès le début, parce qu'il sait que c'est un très grand décorateur, quelqu'un qui est capable justement de vous faire un éclairage expressionniste sur un décor fantastique comme celui que vous voyez là. Là, c'est une image de la main du diable. Tout en étant capable, par exemple, de vous recréer le Paris du 19e siècle de Zola pour Au bonheur des dames. Alors, un autre technicien important, c'est Archand Chakatouni. Lui, c'est un personnage vraiment sympathique. Il est né dans le Caucase russe, donc à l'époque tsariste. Il est arménien. Il est en France depuis les années 20, où il travaille dans le cinéma. D'abord, il a été acteur. Il a même réalisé un film. Mais malheureusement, à l'arrivée du parlant, évidemment, son accent russe, sa carrière est terminée, quoi. Il ne peut absolument pas
figurer dans un film. Donc il se reconvertit dans le maquillage, parce que la plupart des acteurs russes se maquillaient eux-mêmes, avaient une très grande connaissance du maquillage. Et là, je voulais vous montrer donc certains de ses exploits dans 2 films. C'est la manière dont il arrive à vieillir le visage des acteurs. Vous voyez dans le haut, là, Jean-Louis Barrault dans la Symphonie fantastique, donc on le voit très très jeune, à 20 ans et à la fin de sa vie. Donc il obtient ce vieillissement en utilisant des fards de différentes couleurs, qui évidemment n'apparaissent pas sur la pellicule noir et blanc. C'est du mauve, du marron, etc. Et ça, c'était une technique tout à fait spéciale qu'il avait apprise aux États-Unis et qui évidemment intéressait Greven. Et dans Pierre et Jean, si vous êtes venu à la séance précédente, c'est pareil, c'est lui donc, qui a maquillé René Saint-Cyr pour obtenir cet effet de vieillissement. Alors je vais vous parler de l'histoire d'un film qui n'est pas un film, probablement pas un des films principaux de la Continentale, mais l'histoire qui est derrière, par contre, est absolument sensationnelle. Donc juste avant l'invasion allemande, donc on est en mai 1940, une société donc, qui s'appelle Majestic Film s'apprête à tourner une comédie intitulée Princesse de Réveillon, avec comme acteurs principaux Fernand Gravet et Edwige Feuillère. Et c'est le metteur en scène Raymond Bernard donc, qui doit le mettre en scène. Et le scénario est de Jacques Companès. Jacques Companès, c'est le père de la metteur en scène Nina Companès. Or, comme l'invasion arrive en juin, la société clôt totalement le projet et se retrouve avec ce film sur les bras en se demandant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire. Parce que voilà, il faut préciser que Raymond Bernard et Jacques Companès sont tous les deux juifs. Ils ne peuvent donc plus travailler. Donc la société Majestic Film va essayer de se débarrasser de cette production encombrante, entre guillemets, en la vendant à la Continentale. Alors celui qui va servir d'intermédiaire, c'est Léo Johannon. Et il a vraiment une attitude particulièrement atroce. Il est ami avec Bernard et Companès, mais les choses vont tourner mal très rapidement, parce qu'il leur a demandé de lui céder les droits du film, alors ils l'ont fait, mais il y avait une date limite de mise en production qui n'est pas respectée par la Continentale. Et quand eux, ils commencent à réclamer, alors Johannon les menace. Il sait qu'ils sont tous les deux vulnérables, ils sont tous les deux juifs, recherchés. Et voilà. Et la Continentale met le film en production. Ils s'en moquent, ils n'ont pas vraiment les droits, mais c'est pas grave. Ils récupèrent même c'est ça peut-être qui est encore plus grave, c'est qu'ils ont récupéré carrément la continuité, le scénario qu'avait donc préparé, le scénario technique qu'avait préparé Raymond Bernard, et il est utilisé intégralement donc pour le film. Alors nous allons voir un petit extrait de Caprice. Est-ce que vous pourriez m'envoyer l'extrait numéro 6 ? C'est probablement la meilleure scène du film qui se passe dans un restaurant. Vous allez voir où Daniel Darieux et Albert Préjean vont semer le chaos en protestant à propos d'un lustre. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que Raymond Bernard est quand même furieux de voir que son scénario a été utilisé sans son accord et sans avoir été payé. Enfin, bon, c'est totalement illégal. Donc, il va carrément attaquer en justice devant le tribunal des prud'hommes Majestic Film. Et ce qui est très étonnant, là, vous voyez le jugement rendu, là, ça date du 15 mai 1944, donc nous sommes encore en pleine occupation. Et à cette époque-là, Raymond Bernard est en train de se cacher dans le maquis, parce qu'il est juif, recherché par la police, et il va gagner au Conseil des prud'hommes, contre la société Majestic Film, qui va être obligée de lui verser l'argent qu'elle lui doit. C'est tout à fait ironique, mais enfin bon, la justice à l'époque était quand même au pas, mais là il s'agit d'un tribunal de prud'hommes. Je pense que c'est pour ça qu'il a pu gagner. Alors d'autre part, la Continentale a quand même permis aussi à de nouveaux metteurs en scène d'émerger, en particulier Henri-Georges Clouzot. Parce que lui, il a été embauché à l'origine par la Continentale pour refaire un scénario, pour refaire le scénario du Dernier des Six, donc en 1941. Et rapidement, je pense qu'il a vraiment envie de devenir metteur en scène. Et dès 1942, Greven lui permet de réaliser un film, donc L'assassin habite au 21,
où il retrouve donc le même personnage du commissaire Vince qui était dans le précédent film qu'il avait scénarisé, là, le dernier des 6, et avec Suzy Delair, qui était donc sa petite amie de l'époque, pour laquelle il crée un personnage fait sur mesure, qui est la Mila Malou. Mais évidemment, le film le plus important qu'il réussit à faire, c'est Le Corbeau. Alors, il y a énormément d'aspects passionnants sur ce film. Bon, déjà, il contient des éléments extrêmement violents. On parle de lettres anonymes, d'avortement, enfin des sujets vraiment tabous qui auraient été interdits par la censure de Vichy, mais comme le film est fait au sein de la Continentale, il peut sortir et ça passe. Grével lui donne l'autorisation de faire ce film, même s'il trouve que le scénario est quand même assez violent. Alors donc nous allons regarder un petit extrait où le docteur Vorzay, joué par Pierre Larquet, discute des lettres anonymes donc que reçoit le docteur Germain, joué par Pierre Freinet. À sa sortie, Le Corbeau a été extrêmement bien reçu à la fois par le public et par la critique. Il y a vraiment des critiques extrêmement élogieuses, bien que certaines personnes, évidemment, ont été choquées par l'aspect extrêmement noir du film. Et à la fin de 1943, c'est l'époque où les premiers journaux résistants clandestins commencent à apparaître. Là, vous voyez l'écran français, donc, qui était une espèce de petite feuille ronéotypée, qui était distribuée clandestinement. Et ce film-là, évidemment, pour eux, c'est le sommet de l'horreur. C'est un film qui critique la société française et qui a été produit par une société allemande. Donc, vous voyez ce qu'ils disent. Ils trouvent que c'est absolument scandaleux. Le film débute par un cimetière, l'église est un lieu de rendez-vous, on bénit un suicidé, on y lance des lettres anonymes. Enfin, comme si le film était un film de propagande. Le résultat, c'est que le film a effectivement été interdit à la Libération. Mais quand même, Clouzot a été défendu par un très grand nombre de personnalités, dont le scénariste Henri Janson, qui explique qu'on ne peut absolument pas dire que Le Corbeau décrit la société française, parce que dans ces cas-là, comme il dit, on devrait dire que Pension Mimosa de Feder, c'est la bourgeoisie française, Pépé le Mocco, l'Empire, Le Grand Jeu, l'armée coloniale, La Bête humaine, les chemins de fer, etc., etc. Donc il ne faut absolument pas se lancer dans la censure des films, sinon bientôt il sera impossible de faire quoi que ce soit. Soit dit en passant, en fait Clouzot se présente toujours comme une grande victime de l'épuration, mais en fait il a été suspendu très peu de temps, beaucoup moins longtemps que d'autres metteurs en scène. Alors l'autre scénariste qui est devenu metteur en scène grâce à la Continentale, c'est André Cayatte. Lui, il a un parcours très très différent de Clouzot. Lui, il est nettement à gauche, il est prisonnier évadé, enfin il est dans une situation quand même très très difficile. Donc quand il se retrouve dans la Continentale, après il ne peut plus repartir. Sinon, il sait qu'il va retourner dans un camp de prisonniers. Et quand même, la Continentale lui a permis de faire des films tout à fait passionnants, donc, dont Pierre et Jean. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, bon, vous allez revoir un extrait, mais c'est pas grave. Et le dernier film qu'a fait Cayatte également à la Continentale est très intéressant, c'est Le Dernier Sou, qui est sorti seulement en 1946, parce qu'il a été terminé au printemps 1944. Et après, bon, les films ont été saisis par l'État, donc ils ont mis très longtemps avant de sortir sur les écrans. Et nous allons voir donc un petit extrait de Pierre et Jean, donc, qui est une adaptation d'une nouvelle de Guy de Maupassant, où Renée Saint-Cyr est l'épouse de Noël Roquevert. Alors un autre des grands metteurs en scène de la Continentale dont je dois vous parler, c'est Maurice Tourneur. Maurice Tourneur, lui, est dans une position aussi quand même très difficile, puisqu'il est de nationalité américaine et il se retrouve plus ou moins coincé à la Continentale qu'il ne peut pas quitter. Sinon, il risque des problèmes divers comme internement, etc. Alors, il a fait 5 films à la Continentale. Alors là, j'ai un très joli document que j'ai récupéré par hasard. C'est une aquarelle qui a été réalisée sur le tournage de Mamselle Bonaparte. Donc, vous voyez Tourneur au milieu, là, avec ses grosses lunettes, sa casquette, et il a un sifflet dans la bouche,
probablement pour diriger les figurants, parce que ça, c'est un film où il y a une très très grosse figuration. Enfin, c'est un document tout à fait charmant. Et le film, je pense, le plus important qu'il ait fait à la Continentale, c'est La main du diable, qui est donc un récit fantastique inspiré de Gérard de Nerval, où Pierre Freinet est un peintre sans talent qui va acheter une main enchantée. Je vais maintenant vous parler d'un film de la Continentale qui est beaucoup moins connu que Le Corbeau ou Les Inconnus dans la maison, et qui a eu aussi énormément de problèmes à la Libération, puisque ce film, c'est La vie de plaisir. Ce que vous voyez là à l'écran, là, c'est une photo en couleur qui a été prise par un photographe qui travaillait pour des magazines collaborationnistes. Donc c'est effectivement une photo en couleur, une véritable photo en couleur prise à Belleville en mai 1944, d'un panneau où on voit la vie de plaisir, qui a été le tout dernier film continental à sortir avant la libération de Paris. Alors ce film, pourquoi est-ce qu'il a suscité tant de commentaires? Alors les deux créateurs du film sont Albert Valentin, qui était scénariste et metteur en scène, belge, et Charles Spaak, qui est également belge. Et ils ont construit donc une histoire de divorce où on critique assez violemment la bonne société parisienne, en particulier une famille aristocratique qui se révèle être parfaitement pourrie. Et comme pour Le Corbeau, effectivement, la presse clandestine trouve que le film est scandaleux puisqu'il critique la société française. Donc, avoir fait un film financé par les Allemands qui critique la société française, c'est pas possible. Ça paraît ridicule. Mais enfin, toujours est-il que le malheureux Albert Valentin, c'est lui finalement qui a le plus pâti de la période de l'épuration, puisqu'il est resté sans travailler jusqu'en 1948. Il a même failli être expulsé vers la Belgique. Enfin, ça paraît ridicule, mais voilà. Et en fait, il n'a jamais vraiment récupéré et repris la place qu'il méritait dans l'histoire du cinéma, ce qui est vraiment scandaleux. Parce qu'il faut préciser que lui et Charles Spaak sont aussi les auteurs du scénario Du ciel est à vous, de Jean Grémillon, qui lui était salué comme un film extrêmement, comment dire, qui prônait l'esprit de résistance, quoi. Enfin bon, c'est pour dire à quel point les commentaires étaient assez ridicules. Donc nous allons voir un extrait de La vie de plaisir. Ça, je trouve que bon, le film est maintenant beaucoup plus disponible puisque Gaumont l'a publié. Et ça vous permettra de le découvrir si vous voulez le voir en entier. Alors j'ai choisi un extrait qui est un conseil de famille au sein de cette belle famille aristocratique un peu pourrie, où il annonce à son père qu'il veut épouser une petite showgirl. Alors, évidemment, ça va susciter le holà dans la famille et vous allez voir la réaction. Est-ce que vous pouvez me passer l'extrait numéro 11 de La vie de plaisir, s'il vous plaît? Donc, nous arrivons à la libération de Paris. Gréven a quitté la capitale rapidement au mois de juin, en emportant illégalement d'ailleurs des copies de films, enfin bon, et puis probablement aussi de l'argent. Mais donc la société est mise sous séquestre par l'État et l'État crée l'Union Générale Cinématographique, donc la société UGC que vous connaissez encore maintenant, a été créée à partir des actifs de la Continental Film, c'est-à-dire donc les salles de cinéma et toutes les productions de la Continental. Même si de nos jours, UGC d'ailleurs ne possède pratiquement plus les droits des films Continental, puisque la plupart ont été rachetés par Gaumont. J'ai quand même eu la surprise de voir cet organigramme de l'UGC de 1952, où vous verrez tout en haut là, la Sogec, donc cette société d'exploitation de cinéma donc, qui existait toujours en tout cas en 1952, donc, qui avait été créée par Gréven. Voilà, donc vous avez pu avoir une vue d'ensemble de l'histoire de cette société, et voir les différents films qui ont été produits à cette époque-là, qui étaient parmi les plus importants de la production de films de la période de l'occupation. Merci beaucoup.
Mille merci Christine Leteux pour cette conférence qui était passionnante et puis pour tous ces beaux extraits de films magnifiques et qui nous ont donné envie de les revoir ou les voir, tous ces films, et puis pour toutes ces archives aussi que vous nous avez montrées. Donc il nous reste 3 minutes, donc si vous avez des questions ici à Pessac ou ailleurs, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer par SMS. N'hésitez pas aussi à nous dire d'où vous nous écrivez, c'est toujours plus sympathique. Donc en salle, vous pouvez me faire signe si vous avez une question à poser pour prolonger un petit peu le débat peut-être autour de cette période et ces films de la Continentale. Je vais regarder aussi le téléphone. Est-ce qu'on a des questions, des réactions ? C'était très riche. Bon. Oui, pardon, je ne la voyais pas, j'arrive. Oui, bonsoir, merci. À propos de l'assassinat du Père Noël, l'interprétation qui est donnée de la France, la benne endormie, oui. Est-ce que cela correspond à la réception des spectateurs de l'époque ou est-ce que c'est une lecture des critiques plus ou moins contemporaines du film? En fait, c'est la déposition de Christian Jacques lui-même devant la commission d'épuration. C'est lui qui dit qu'il avait cette intention-là avec son scénariste de donner cette vision. Alors, est-ce que les spectateurs de l'époque s'en sont rendus compte? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, dans les critiques d'époque, on n'en parle pas. Oui, oui. Bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Christine Leteux encore. Merci à tous. Bonne fin de soirée et à bientôt à l'Unipop.